Madame Rejette Madougou. Bonjour, Monsieur Issa. Vous êtes la candidate du parti Les Démocrates au Bénin. Nous sommes bien à Cotonou. Madame, votre état d'âme après la sortie de la liste des candidats pour la présidentielle de 2021. Votre état d'âme? Mon état d'âme est très combatif et également doublé du fait que malheureusement j'ai de la peine pour mon pays, j'ai de la peine pour notre démocratie, j'ai de la peine pour l'avenir du Bénin. Mais en même temps, vous savez, c'est un appel à la mobilisation générale. Le coup de force qui est en train de se produire et qui n'est pas le premier du genre peut être arrêté à tout moment. Mais comment ce coup de force peut-il être arrêté? Il peut être arrêté par la détermination de tout un peuple à dire non. Non à cet assaut que son histoire, que sa démocratie subit, et sans aucune forme d'honneur et de dignité. Pourquoi je parle d'honneur et de dignité? Vous savez, il y a des façons de faire les choses. On peut arriver au même résultat. On peut arriver, à la limite, à solliciter le suffrage et même recueillir le suffrage de ses concitoyens sans utiliser autant d'armes inéquitables, sans utiliser autant de forfaitures et même au mépris de soi-même son honneur. Vous savez, la valeur d'une compétition, c'est surtout la langue qu'on y met pour la gagner de façon honorable. Et accepter l'adversité également. Et accepter l'adversité. On dit, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Ben, madame, à vous entendre parler, nous sommes au Bénin, le pays des Amazones. Est-ce à dire que c'est le retour des Amazones pour une réelle démocratisation de ce pays? Ce n'est pas le retour des Amazones, c'est le renforcement de la capacité des Amazones à influencer l'histoire et le cours de l'histoire. Ce n'est pas un retour, c'est un renforcement. C'est une combativité qui ne dit pas son nom, mais qui est inhérente au gène même de notre pays. Vous savez, il y a quelque chose qui me fait sourire. Lorsqu'on dit qu'on aime la compétition. Mais c'est tellement simple quand on aime la compétition, d'ouvrir la compétition, d'ouvrir le jeu démocratique. Il n'appartient pas à un candidat à la présidentielle de choisir ses compétiteurs au sein de l'opposition. C'est l'opposition qui choisit ceux qui peuvent le représenter valablement, ceux et celles qui peuvent le représenter valablement et qui présentent cela face au candidat du pouvoir. Mais à quoi assistons? On assiste à 3 faits majeurs. Le premier fait, c'est justement la prise de façon, j'allais dire, attaquante, d'assaut, la démocratie béninoise. On a attaqué la démocratie béninoise en prenant des lois iniques et de façon parfois très très nuitamment. C'est-à-dire que on s'est assis en se disant j'ai les députés, j'ai tous les députés de la législature actuelle, eh bien je leur fais faire commettre tous les forfaits que je veux. Au point où notre constitution sacro-sainte de 90 a pu être retouchée, mais de façon alarmante, nuitamment. Et les Béninois, le lendemain, en ce sale jour de 2019, ont découvert que leur constitution avait été profanée. Et je me rappelle comme si c'était hier, à travers cela, à travers ce coup de force, cet énième coup de force, on voyait venir ce que nous vivons aujourd'hui. Avant de vous laisser poursuivre, quand même, je me suis posé une question. On a parlé d'un parrainage, mais avant le dépôt de votre candidature, est-ce qu'il y a eu des négociations tout autour? Qu'est-ce qui s'est passé? Parlez-nous un peu de ce parcours. Votre question est très pertinente, on devait y venir de toute façon. Je voulais commencer un peu par la genèse, mais je crois qu'il vaut mieux qu'on reste sur l'actualité brûlante. Vous savez, la meilleure façon d'évaluer la bonne foi d'un politicien, c'est d'éprouver cette bonne foi-là. Et c'est l'une des motivations, moi, de mon engagement dans ce combat. Puisque, lorsqu'on a commencé à tirer la sonnette d'alarme sur la façon dont notre constitution a été profanée, sur les verrous qui ont été mis dans le code électoral, certaines personnes de bonne foi d'ailleurs,
disait non, le président de la République s'assurera de l'équité dans les élections. Et il se fait que justement, l'un de ces verrous est le parrainage. Et je le dis de façon très digne, ce n'est pas le parrainage en lui-même qui pose problème. On a vu des formes de parrainage ailleurs qui n'ont pas posé de problème, comme par exemple au Sénégal. Ce qui pose problème dans notre forme de parrainage, je vais le dire de façon très simple, puisqu'il y a eu abondamment d'écrits et d'analyses autour, mais je vais le dire de façon très simple. Ce qui pose problème dans la forme de parrainage qu'on nous a imposée, c'est qu'on a imposé un parrainage des grands électeurs, lesquels grands électeurs sont détenus à quasi-totalité par le pouvoir. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour obtenir les parrainages de votre candidature, vous devez avoir 10% des députés et ou maires pour vous soutenir. Il se fait que les 83 députés sur 83 que nous avons sont des députés entièrement provenant de la mouvance présidentielle. Acquis au chef de l'État. Acquis au chef de l'État entièrement. Quand vous prenez les maires, la quasi-totalité des maires, encore une fois, proviennent des partis acquis au chef de l'État. Les deux d'ailleurs. Les deux. Et donc, vous voyez très bien qu'il n'est pas déjà pensable et possible, et je vais aller plus loin dans mon développement, mais déjà à ce niveau de constat, reconnaissons qu'il est déjà, ma foi, inimaginable de penser espérer des partis politiques dont les idéaux sont contraires aux nôtres, d'espérer devenir parrainer des candidats d'opposition, c'est-à-dire des partis que tout oppose. Des partis que tout oppose. Mais nonobstant cela, je le disais tantôt dans mon propos, si vous voulez évaluer, si vous voulez tester la bonne foi d'un politicien ou même d'un autocrate, testez-le sur ses propres lois. Mais parlons de votre cas. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? J'en viendrai. Testez-le par rapport à ses propres lois. Et dans mon cas précisément, ce que nous nous sommes dit au niveau du Parti des démocrates lorsque j'ai eu l'honneur d'avoir été désigné suite à des primaires, on le précise, suite à des primaires. Il y a eu des étapes. Il y a eu des étapes. Mais, et à travers ces étapes, c'est des étapes qui sont déroulées quand même démocratiquement. Évidemment, et j'en viens. C'est-à-dire que, avant de retomber sur votre question, je vais vous expliquer clairement. C'est-à-dire que le Parti les démocrates a organisé des primaires, a identifié au cours de cette primaire des critères bien déterminés pour être élu, pour représenter le parti, pour le duo. Et justement, cela n'a pas été facile et c'est très bien parce que c'est ce qui démontre de la vitalité démocratique au sein de ce parti qui porte donc bien son nom. Et lorsque ce duo a été désigné à la sortie de nos primaires, mais ce duo a été présenté à l'opinion publique et c'est ce duo donc qui est censé représenter le parti à l'élection présidentielle de 2021. Et mieux, ce duo, envers et contre toute attente, s'est retrouvé face à un duo pirate monté par le parti au sein... Pardon, ce duo s'est retrouvé face à un duo pirate monté par le pouvoir pour, au niveau de l'opposition, venir se revendiquer des démocrates. Ça veut dire quoi? C'est ce que je disais tout à l'heure. Quand vous parlez comme ça, que le pouvoir a monté un duo pirate, permettez-moi un peu, vous n'êtes pas en train de jeter un peu les cailloux dans la mare du pouvoir, en quelque sorte, pour dire que c'est le pouvoir? Est-ce que vous avez des preuves de ce que vous êtes en train de dire? Nous avons des preuves de ce que nous sommes en train de dire. Et j'irai même plus loin. Vous savez, quand ceux-là ont commencé leurs agitations au niveau du pouvoir, quand ceux-là ont commencé leurs agitations au niveau du parti, certains avaient déjà alerté en disant « Attention, le pouvoir prépare ces messieurs à créer une dissension au sein du parti pour pouvoir représenter le parti. » Vous savez, on a déjà assisté à cela. C'est-à-dire qu'on a vu au niveau des FCVE comment cela a été réalisé. Et cet OPA qui a été mis sur les FCBE, c'était la même stratégie. Mais c'est sans compter que l'opposition, désormais aguerrie, avait un plan B. L'opposition est venue me chercher en disant « Nous connaissons ceux qui sont préparés
pour venir nous diviser une fois de plus et nous représenter. Nous aussi, nous allons préparer notre plan B. C'est ainsi que à l'issue du pouvoir. À l'issue du pouvoir. Ils ne sont pas les seuls intelligents au Bénin. Ils ne sont même pas les plus intelligents. Et c'est ainsi que, sans qu'ils ne sachent ce qui se préparait, les démocrates et d'autres partis d'opposition sont venus me chercher en disant « Madame, nous connaissons votre courage. Vous avez fait déjà la preuve de ce courage-là face à l'histoire de notre pays à des moments clés, à des moments déterminants. Vous avez cette capacité, vous avez cette carapace, vous avez ces compétences, vous avez ces qualités pour venir affronter les subterfuges du pouvoir. » Mais ce jour-là, concrètement, qu'est-ce que vous avez ressenti quand on vous a proposé, quand vous avez fait cette proposition? Qu'est-ce que vous avez senti? J'ai d'abord senti de l'humilité. Je l'ai pris en toute humilité, mais en même temps beaucoup de fierté. Face à ce pouvoir? Absolument. Il y a un mot que je n'utiliserai pas parce que je ne connais pas ce mot-là. Je n'ai pas eu peur. En revanche, je leur ai demandé s'ils ont pris la mesure de leurs suggestions. Ils m'ont dit oui. Et je veux vous surprendre. Est-ce que vous savez que ce sont même des membres de ce pouvoir, ce sont même des partisans de ce qui s'est passé comme assaut sur notre démocratie qui sont aussi venus à moi en me disant, vous savez madame, nous sommes tous fatigués, mais nous n'arrivons même pas à exprimer nos droits et devoirs. Et donc ce que nous voulons faire, vous pouvez nous sauver, venez vous mettre dans la danse. Je dis, mais éclairez un peu la lanterne des auditeurs du RFI, également les téléspectateurs. Dites-nous un peu, ce sont les mêmes membres du parti au pouvoir? Bien sûr, certains membres du parti au pouvoir, des partis siamois au pouvoir, les deux partis UP et BR, se sont organisés et sont venus me voir à plusieurs reprises, et des groupes différents en plus, des tendances différentes au sein du parti, mais tous venant des deux partis, en disant, madame, vraiment, nous avons analysé la situation, nous-mêmes nous sommes fatigués, mais nous ne pouvons pas parler. Même au cours de nos réunions politiques, on ne nous laisse pas parler. Et donc nous sommes obligés entre nous de nous retrouver et d'essayer de voir dans quelle mesure on peut répondre favorablement aux appels du peuple. Et nous avons compris que c'est vous qui pouvez être le porte-étendard de cet appel. C'est pour ça que nous venons vous voir. Et par finir, je me suis dit, mais attention, il y a des personnalités et des groupes de l'opposition qui me sollicitent. Il y a aussi des personnalités et des groupes de la majorité présidentielle qui me sollicitent. Qu'est-ce que je peux faire? À ce moment-là, je me suis dit, mais cet appel devient pressant. Et je ne vous dis même pas, le bas peuple, combien d'entre eux, d'une manière ou d'une autre, n'organisent soit des assises, soit des activités publiques, des actions même de débats citoyens pour me solliciter. Et c'est de là que ma modeste personne s'est dit, quand le devoir vous appelle, il faut y répondre favorablement, il faut être présent. Et j'en viens à cette fameuse anecdote qui m'a fait sourire. Lorsque nous avons été appelés à répondre favorablement à ce devoir, il nous est parvenu que justement, ceux qui avaient été préparés pour nous représenter, subitement, ont également déposé leur dossier de candidature. Mais vous savez, les démocrates et les partis d'opposition ne sont plus dupes. Nous avions déjà envisagé et prévu tout ça. Donc nous avons été proactifs. C'est-à-dire que dès lors que nos sources nous ont informés qu'ils ont déposé également ce duo pirate, leur candidature à la Sénat avec le logo du parti Les Démocrates, nous avons engagé immédiatement une procédure avec nos avocats qui ont saisi la Sénat pour lui, la commission électorale nationale autonome, pour lui expliquer que ceux qui ont déposé leur candidature, outre le duo officiel du parti Les Démocrates, n'ont pas cette qualité pour le faire, surtout au nom des démocrates. Et nous avons apporté les preuves conformément à nos statuts. D'autant d'ailleurs qu'à ce moment-là, l'un au moins de ces deux duos-là, l'un au moins des membres, l'un au moins des deux candidats de ce duo était déjà sous sanction au niveau du parti, était précisément suspendu. Comment se fait-il que vous avez un candidat sur un duo
qui présente sa candidature auprès de la Commission électorale nationale autonome, alors même qu'il est sous sanction dans son parti. Et l'article 2, d'ailleurs, de cette suspension, lui avait bien précisé qu'il ne peut en aucun cas utiliser le logo du parti. Et cela a été notifié à la Sénat. C'est d'ailleurs pour ça que, très rapidement, le pouvoir a réajusté le tir en croyant améliorer sa carte en changeant de technique. C'est ainsi donc que leur pion, M. Irénée Agossa, n'était plus donc président sur le duo, mais est passé vice-président. Mais dans tous les cas, même en passant vice-président, la forfaiture est constatée. Et en plus de ça, celui qui est porteur de la liste, c'est-à-dire Corentin Koroui, lui aussi a été sanctionné par la suite par le parti, c'est-à-dire suspendu. Et ce qui s'est passé par la suite, puisque nous avons saisi la Commission électorale nationale autonome, c'est que finalement, ils ont changé de logo en cours de route. C'est pas plus mal. Ils ont le droit d'aller à l'élection. Absolument, en tant qu'indépendants. Mais qu'on ne vienne pas nous dire qu'ils sont de l'opposition. Ils ne sont pas de l'opposition. La preuve, il ne vous a pas échappé comme pas extraordinaire. Un parti dont on ne sait pas quand est-ce qu'il a été créé, un parti dont on n'a pas su le congrès, un parti dont on n'a pas su la décision, un parti dont on ne sait même pas où est le siège, dont on ne connaît même pas les militants, dont on ne connaît même pas l'organe dirigeant. Eh bien, ce parti, subitement, se retrouve à obtenir les parrainages qu'il faut pour aller à l'élection. Vous comprenez très bien que cela ne peut en aucun cas être des candidats de l'opposition. Madame, avoir un peu tout ce que vous avez dit là. Et je vais plus loin, vous m'avez posé une question à laquelle je n'ai pas répondu encore, puisque vous m'avez relancé sur d'autres points. Voilà. Et je vais y revenir. J'expliquais justement, pardon, comme par extraordinaire, vous avez vu les deux seuls regroupements qui ont pu obtenir le parrainage. Et les Béninois et les Béninoises, y compris l'opinion publique internationale, connaissent ces deux regroupements qui ont obtenu le parrainage, connaissent leur affiliation au pouvoir en place. Donc, il n'y a pas de doute. Le pouvoir en place ne veut pas de compétition pour son candidat. C'est clair et net. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le président Patrice Talon, le président sortant, est face à Patrice Talon. C'est-à-dire qu'ils ont voulu organiser un match amical avec ceux qui leur sont affiliés. Mais vous savez, je vais vous expliquer. À la démocratie. C'est un énième coup à la démocratie. Mieux, je pense que c'est une provocation à l'endroit du peuple béninois. Et je vais vous donner un exemple. Je vous disais que la meilleure façon, je viens toujours à cette anecdote, je viens toujours à cet adage que je me suis approprié. La meilleure façon d'évaluer la bonne foi d'un politicien, c'est de l'éprouver sur lui-même, ses propos et ses tests. Ils nous ont dit, nous allons permettre aux démocrates d'aller à l'élection présidentielle. Le chef de l'État lui-même, lors de sa tournée dite de reddition des comptes, a dit « Nous allons permettre aux démocrates d'aller à l'élection présidentielle. Les démocrates auront le parrainage. » Il se fait que, moi justement, les prenant au mot, lorsque j'ai été désignée comme candidate, j'ai pris attache justement avec ceux-là même dont je parlais tantôt, qui étaient venus me voir en me disant « Nous croyons en vous, nous croyons en votre idée d'une société béninoise nouvelle. » Mais c'était très aisé pour moi de retourner les voir en disant « Vous m'avez sollicité, voilà, c'est fait. La nature aussi a bien voulu faire les choses, je suis candidat, donc ça arrange votre projet et donc moi, je viens solliciter votre parrainage. » Ils m'ont dit « Mais c'est notre combat, nous allons vous parrainer. » Mais attention, j'ai commencé à le crier très tôt. Très tôt, ils m'ont appris. Et je vous ai dit, c'est des groupes différents parmi eux. Ce n'est pas un seul groupe pour qu'on lui prête peut-être de la fabulation. C'est des groupes différents qui se sont constitués, qui sont venus me voir sans d'ailleurs savoir que les uns sont venus me voir. Mais tous ont tenu les mêmes langages à mon égard. C'est-à-dire qu'après m'avoir donné leur accord, mais très rapidement, quand il s'est agi pour eux d'aller retirer leur fiche de parrainage, c'est là où le poteau rose a été découvert. Et on a compris que, en vérité, dans le schéma du pouvoir, les parrainages ne sont plus des actes individuels. Pourtant, les tests qu'ils ont eux-mêmes pris consacrent
des parrainages individuels et personnels. Et du coup, ces députés se sont retrouvés, ces maires se sont retrouvés à être dépossédés de leur fiche de parrainage. C'est-à-dire que, pour le dire de façon terre à terre, c'est qu'ils sont allés, conformément à la loi, récupérer leur fiche de parrainage, mais n'étaient plus détenteurs de ces fiches de parrainage, puisqu'ils ont été les remettre sur instruction de leur parti aux responsables de leur parti. Du coup, ils n'avaient plus une expression personnelle de leur choix. Mieux et plus grave, est-ce que vous savez que des réunions se déroulaient chez le chef de l'État pour désigner qui allait parrainer qui? C'est-à-dire que des réunions se sont déroulées où on dit, bon, voilà la liste des députés qui vont parrainer le président de la République. Voilà la liste des députés qui vont parrainer les candidats des FCBE. Donc, voilà la liste des députés qui vont parrainer... C'est le pouvoir, madame, qui décide, qui a décidé les démocrates. Qui parraine qui et qui suivra quand même les partis parmi tous ces députés. Absolument. Et d'ailleurs, lorsque j'ai commencé à le crier haut et fort, on m'a traité de tous les noms. Et il s'en est trouvé au moins 2 députés courageux qui l'ont déclaré. Vous devez justement écouter la déclaration de l'un d'entre eux qui clairement a dit que lui, et pas lui seul, qu'ils étaient nombreux à vouloir parrainer la candidature des démocrates, en l'occurrence la candidature de Rekia Madougou. Mais qu'ils étaient dépossédés de leur parrainage. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que cette histoire, elle n'est même pas compliquée. Je crois que quand on est face à du factuel, il faut le rendre comme tel. On n'a même pas besoin de l'analyser. Nous sommes en face d'une situation où on a tout fait d'ailleurs pour que l'opposition n'ait pas d'élus. Malgré cela, au sein même de leurs élus, il s'en est trouvé qui se sont dit, nous ne pouvons pas continuer à affronter autant le peuple béninois au mépris même de notre vie. Et donc, eux ont fait le pari et ont pris la responsabilité de se dire, il faut que nous sortions de cette situation, en venant vers les démocrates. Madame, nous sommes à 3 minutes de la fin de cet entretien. Dites-nous un peu aujourd'hui, il nous reste quelques semaines, voire quelques mois, pour ne pas dire un mois avant la tenue de ces élections. Comment voyez-vous le paysage politique béninois? Parce que de l'extérieur, déjà, nous savons qu'il y a eu plusieurs recommandations, des lettres, des avertissements pour quand même pousser le gouvernement ou l'État béninois à accorder ces violents avec l'opposition. Que pensez-vous de ces élections? Est-ce qu'elles auront lieu? Vous savez, je crois que si vous baladez un peu votre microphone à l'intérieur du pays, même déjà à Cotonou, vous constateriez que le peuple béninois n'est plus prêt à se faire une 3e fois voler une élection. C'est-à-dire que nous sommes face à notre histoire. Nous sommes déterminés à faire comprendre à nos vis-à-vis que cela ne les arrange même pas. Nous avons tous, membres de la classe politique, le devoir de protéger ceux qui sont nos gouvernants d'aujourd'hui. Même s'ils ne sont pas dans la bonne voie, nous avons le devoir de les protéger. En quoi faisant? En les poussant à ouvrir le jeu démocratique, en les poussant à ouvrir les élections, en les poussant à permettre à tous les Béninois qui, de façon juste et équitable, ont la possibilité de les affronter dans les urnes. Et ce faisant, nous les protégeons eux-mêmes de la vindicte populaire. Et nous avons ce devoir, la classe politique, de protéger le président Patrice Talon et ses affidés pour les aider à comprendre qu'il y va de leur propre intérêt à aller vers une élection inclusive, démocratique, transparente. Et cela, nous allons continuer à nous battre pour y arriver. La dernière question, madame. Lors de votre passage à Dakar, au cours d'une émission, vous avez eu à tenir certains propos quand même positifs à l'endroit de la gente féminine africaine. Cette question de leadership. Vous savez, le leadership féminin est en train de démontrer ses lettres de noblesse sur tout le continent et à travers le monde entier. On s'aperçoit que ce leadership féminin marque sa différence. Je l'ai d'ailleurs écrit dans mon ouvrage « Soyez les certitudes » que j'avais d'ailleurs notamment présenté à Dakar et qui a eu l'honneur d'être préfacé par le président Macky Sall. Dans ce livre, j'indiquais justement que le leadership féminin, quand il a la possibilité d'aller vers une gouvernance, c'est une gouvernance de cœur. C'est une gouvernance justement qui, dans l'humanisme, se mue très rapidement en gouvernance efficace, en gouvernance inclusive,
en gouvernance participative, en gouvernance simplement où les fils et les filles d'une même communauté ou d'un même pays peuvent de manière très responsable arriver à créer non seulement une force nouvelle, mais une force vivante, une force vivace, une force qui permet à chacun et à tous de pouvoir jouir du fruit de leur travail, de pouvoir jouir de leurs droits tout simplement, de pouvoir participer à la gestion de la cité sans avoir peur, sans craindre des représailles, sans même craindre pour sa vie. Aujourd'hui, pour participer à une élection au Bénin face au régime en face, pardonnez la répétition, il faut s'armer d'un courage extraordinaire. Comment est-ce possible? Ce n'est pas normal. La démocratie béninoise dont ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui ont pu bénéficier pour rentrer et pour se hisser à leurs fonctions ne permet pas cela. Cette démocratie qu'on a charcutée de partout, elle a besoin de revivre. Et nous sommes là pour l'aider à revivre. À travers les différents messages des différents pays, voire le Nigeria aujourd'hui, la classe politique nigérienne s'inquiète au vu de ce qui se passe au Bénin. Les gens s'alarment déjà, ils se posent la question, qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas si vous avez quelque chose à leur dire. Évidemment, je voudrais vraiment saluer le leadership de tous ces pays, même de la communauté internationale, même s'il y a des brebis galeuses qui tendent à nuancer ces propos, il y a quand même des responsabilités au plan international qui appellent au calme au Bénin et qui surtout s'inquiètent, et ils ont raison de s'inquiéter. Pour dire que, en tout état de cause, le Bénin, au risque de me répéter, ne se laissera pas faire une troisième fois en matière d'élection. Notre démocratie est en jeu, notre survie est en jeu, l'avenir du pays qui nous appartient à tous et que nous tous nous avons contribué à bâtir et continuons à bâtir, eh bien, cet avenir-là, de ce pays-là, doivent être garantis. Cet avenir et ce pays doivent être protégés. Je suis d'avis qu'il faut que nous allions à un dialogue. Mais il faut un dialogue sincère, un dialogue fécond. Pas un dialogue où on choisit, encore une fois, ses interlocuteurs. Il faut un dialogue où l'opposition désigne par elle-même ses représentants au sein de ce dialogue. Pas un dialogue où on va choisir au sein de l'opposition ceux qu'on a débauchés, ceux qu'on a corrompus pour venir participer et discuter. Nous voulons un dialogue inclusif. Nous voulons au Bénin une transition. Et une transition apaisée qui nous aide à vraiment faire prospérer notre pays et surtout que l'avenir de ce pays se fasse dans le calme, dans la paix et qu'on n'entende plus des armes crépiter pour tuer des Béninoises et des Béninois parce qu'ils se sont opposés à des élections exclusives. Merci beaucoup, Madame, et bonne chance. Merci beaucoup. Merci à vous.